Salut les devins, c'est Seikyu. On se retrouve aujourd'hui avec des news concernant le chapitre numéro 69 du manga Dragon Ball Super. Nous avons en fait les premières pages, 10 premières pages en version brouillon qui ont été révélées officiellement sur le site japonais officiel de Dragon Ball, pages par Toyotaru et Akira Toriyama, et l'on y trouve pas mal de jolies révélations et de progression, mais également d'installation de l'histoire de l'arc Granola, le titre de ce chapitre 69 grâce au site dbs-france.fr, et la transition de la planète céréale. Je vous montre alors ces pages en parallèle des traductions que je vous propose à l'oral. On y apprend que le chapitre démarre avec Granola qui arrive sur la planète céréale, comme il nous l'avait promis à la fin du chapitre 68. Il atterrit dans une ville et y est accueilli par une espèce différente de la sienne. Ce n'est pas un céréalien, qui font un jeu de mots avec le mot sucre. Tout ce qui est sucre, sucrerie de manière générale. Je suppose qu'en japonais ça donnerait quelque chose du genre Sugarudin. En tout cas c'est un énième jeu de mots sur un type de nourriture dans l'œuvre Dragon Ball, ça ne devrait plus vous étonner depuis les nombreuses décennies où Toriyama s'amuse à le faire. Alors on nous dit que Céréal demande à la personne qui l'accueille de réparer son vaisseau. Et cette dernière personne lui demande quand sera son prochain départ pour son prochain travail, histoire d'avoir un délai sûrement pour bosser sur le vaisseau. Granola lui explique qu'il risque de ne pas avoir de travail pendant un petit moment. Le réparateur lors du vaisseau lui répond que ce n'est pas plus mal car il devrait penser à se reposer de temps en temps. Ce à quoi Granola répond que c'est bien ce qu'il compte faire et lui dit donc de ne pas se presser pour réparer le vaisseau. On voit ensuite Granola dans une épicerie où il achète des vivres. Le vendeur lui demande comment va le grand-père car il ne le voit plus en ville ces derniers temps. Et là, on y apprend quelque chose de très intéressant. Le vendeur demande à Granola comment va le grand-père car il ne le voit plus en ville ces derniers temps. Granola répond que le grand-père s'est fait mal à la jambe, il va très bien, bien qu'il ait dépassé les 500 ans de vie, il appartient donc à une espèce qui vit très longtemps. Il n'y a pas de souci à se faire pour lui. Le vendeur lui demande alors à Granola pourquoi il s'entête à vivre loin dans la montagne, reclus, qu'il ferait mieux en fait tous les deux, le grand-père et lui, de venir vivre en ville et de s'installer avec ces nouveaux habitants qui font un jeu de mots avec le sucre. Granola lui répond que cette ville n'est pas faite pour eux, puis il s'en va. Le vendeur l'interpelle pour lui offrir une bouteille d'eau en plus. Au-delà de cela, il n'y a rien de spécial qui se produit de plus dans cette ville. Granola s'en va en direction de chez lui, dans ces fameuses montagnes visiblement, tout en discutant encore une fois avec Hotmeal, qui lui demande pourquoi cette ville n'est pas faite pour lui. Granola répond que c'est parce que c'est une ville qui a été conçue pour ce clan-là, les Sugarjin, par le clan des Hita. Les Hita, si jamais vous l'avez oublié depuis le mois dernier, c'est le groupe de Elec, avec le petit bonhomme qui a mis quelques savates à Granola. Vous vous rappelez dans le chapitre dernier qu'on compare un petit peu au gang de Bojack, même si pour le moment ils n'ont pas trop de lien avec eux. Et en somme, ce n'est donc pas un lieu de vie pour eux. Hotmeal lui fait la remarque de base, c'est la planète des céréaliens ici. Granola répond que oui, mais que c'était le cas il y a 40 ans en arrière. Le groupe des Hita a mis la main sur cette planète par le passé, et a ensuite entrepris des travaux. Les Hita ont ensuite vendu la ville à très fort prix à ce nouveau peuple, les Sugarjin, qui avaient perdu leur planète. Granola rempile une énième fois en disant qu'il préfère vivre dans sa montagne, aussi parce qu'il peut y apercevoir sa ville natale, qui avait été détruite par l'armée de Freezer, et qu'il n'oubliera jamais cet événement. On passe ensuite dans les deux dernières pages qui nous ont été révélées, mais qui sont riches en informations. Vegeta et Beerus sur la planète du Akaishin. Les deux discutent, et Beerus ne fait pas que se dégourdir les jambes, comme il avait dit en chapitre 68, il prend de plus en plus Vegeta sous son aile, et il demande à Vegeta combien de planètes, selon lui, selon le prince Saiyan, les Saiyans eux-mêmes ont-ils pu détruire. Vegeta répond qu'il l'ignore, que les Saiyans ont toujours vécu pour se battre, et ils ne connaissent que ça. Vegeta rajoute cependant que l'annihilation de son peuple et la destruction de sa planète ont commencé à partir du moment où ils ont été sous les ordres de la famille de Freezer. Beerus lui demande s'il ne serait pas en train de dire que si Vegeta et les autres se sont salis les mains, cela serait uniquement à cause de Freezer et de toute son armée. Ce à quoi Vegeta ne se cache pas, il ne fait pas l'autruche. Il répond qu'il n'a jamais dit ça, qu'en réalité son propre père, le roi Vegeta, était déjà la cause de la chute des Saiyans dans cette folie conquérante. Beerus semble, à mon sens, intéressé par cette discussion et demande à Vegeta s'il sous-entend que la destruction était le destin des Saiyans. Et Vegeta répond que oui. Beerus lui dit que ce sont des foutaises, et Vegeta lui demande de mettre ça de côté, on n'a pas besoin d'en discuter, c'est un problème qui ne regarde que les Saiyans, ce qui a le don d'énerver Beerus, disant que les foutaises, c'est justement ça, mais Vegeta ne comprend pas ce que veut dire Beerus, où il veut en venir. Il essaye de recentrer un petit peu le propos, il dit à Beerus, mais attends, on était venu là pour que tu me montres une nouvelle technique, pas pour discuter de mon père, de Freezer, ou du passé, de la destruction des Saiyans et tout ça, et il ne voit pas le rapport en fait avec le passé des Saiyans. Mais Beerus répond et affirme que si,
justement, ça a un énorme rapport, tout en activant une sorte de technique relativement énigmatique du bout de ses doigts. Est-ce une attaque? Est-ce que c'est un dispositif de vision pour que Beerus puisse montrer à Vegeta ce qui s'est passé à un certain moment du passé des Saiyans? Un peu comme une projection? Bref, on ne sait pas, mais ça s'en arrête là pour les révélations de ce chapitre. On va revenir brièvement sur quelques points. J'aime beaucoup le développement qui est apporté. On pourra pas dire qu'on n'a pas un personnage qui est pas développé. Là, cette fois-ci, en tout cas pour le moment, pour les débuts de l'arc, ça part très très bien. Le personnage de Granola est super bien écrit, bien développé sur tous les aspects. Je ne suis pas en train de vous dire non plus que c'est une écriture révolutionnaire ou quoi que ce soit, mais en tout cas, on a quelque chose qui est visiblement et clairement inspiré de Star Wars. Akira Toriyama et Toyotarou ne s'en sont jamais cachés d'être fans de Star Wars, et parfois d'en retirer des enseignements dans Dragon Ball. Et je trouve que appliqué au personnage de Granola, ça ressort super bien, surtout que là, c'est porté par rapport au lore de Dragon Ball, des Saiyans, le passé de Freezer, de son armée. C'est daté également, on sait que ça se passe il y a 40 ans, donc en somme ça se passe peu de temps avant le début du film Dragon Ball Super Broly, on n'est pas très loin de cela. Je trouve que c'est intéressant également les visuels sur la planète céréale, on y voit ces espèces de sphères qui représentent les villes. Alors là il y a deux options, soit la planète a perdu une atmosphère qui était autrefois vivable, et donc ces sphères représentent une sorte de terra, entre guillemets, terraformation, pour que les Shugarjin puissent y installer et vivre et respirer, ou alors c'est tout simplement que l'atmosphère céréalienne n'est pas respirable pour les Shugarjin et donc ils ont dû terraformer afin de s'y adapter. Parce qu'on voit clairement Granola être en dehors en fait de ces sphères-là, donc il me semble qu'un céréalien de naissance peut se promener n'importe où il veut sur la planète, mais un autre peuple qui viendrait sur cette planète-là ne pourrait pas forcément s'y déplacer librement. Ou alors peut-être que la race des Shugarjin est très faible par nature et a dû terraformer. L'histoire du grand-père m'intéresse aussi énormément parce que le gars c'est clairement un puits de science. Également, on y apprend que celui-ci a 500 ans et qu'il vivait très longtemps, cela pourrait expliquer pourquoi la planète céréale intéressait au plus haut point Freezer. On sait qu'en cette époque-là, encore plus qu'aujourd'hui en fait, il cherchait l'immortalité, et je trouve que obtenir une forte longévité, c'est déjà un petit pas de fait vers l'immortalité. Donc je pense que venir sur cette planète pour pouvoir faire un petit peu l'Orochimaru, si vous voulez, de Naruto, et pouvoir faire des biopsies, des analyses, les tuer, faire des autopsies, enfin vraiment des tas de délires absolument éthiquement impardonnables sur le peuple céréalien. Donc la planète aurait été possiblement colonisée pour ses ressources, peut-être pour des techniques, mais surtout pour le secret de la vie extrêmement longue. On nous dit que le grand-père a 500 ans, il ne faut pas encore s'inquiéter vis-à-vis de la fin de sa vie. Donc c'est quelque chose qui, à mon sens, pouvait fortement intéresser Freezer en ce temps-là. Et bon, on a la réponse, il ne l'a pas obtenue, ça c'est clair. Ça me fait un peu bizarre qu'il nous parle pas de la grand-mère au lieu du grand-père, ça aurait pu expliquer qui portait le petit Granola lorsqu'il a eu le flashback avec le Ozaru de Bardock qui le regardait, tout ça, parce qu'on avait compris que la personne qui courait dans le flashback de Granola portait un short, et que d'après le code vestimentaire de la planète, ce sont les femelles céréaliennes qui le portent. Les femmes, entre guillemets, car elles ne sont pas terriennes, donc voilà. Je suis pas très fan du terme de femelle, mais bon, en tout cas, on se comprend. Et bon, j'imagine mal alors le grand-père porter une tenue féminine en ce temps-là. On verra bien qui cela pouvait être dans le flashback. Concernant les Heeters, alors, rien de trop spécial, cependant je vous ferai remarquer que l'architecture et les infrastructures à l'intérieur de ces villes à terraformer n'a strictement rien à voir avec l'original des céréaliens. Par contre, elle m'a l'air assez cousine et voisine de l'architecture de Freezer. Ce côté bâtiment très moderne, ces tours très spéciales, ces rainures que l'on voit sur les bâtiments, on dirait un peu la même chose qu'il y a sur les armures. Vous savez, cet aspect un petit peu carapace qu'on trouve sur les armures de l'armée de Freezer, ça se retrouve aussi sur les bâtiments. Dans l'œuvre Dragon Ball, on connaît par exemple la planète Freezer numéro 79, et regardez l'architecture qu'il y a dessus, elle ressemble énormément à celle que l'on retrouve ici dans ces croquis, dans les villes qui ont été vendues aux Shugarjin par les Hita. Et comme les Hita, ça veut dire chaleur et qui est donc l'opposé de Freezer, mais qu'ils utilisent une architecture similaire, est-ce que l'on ne va pas se retrouver avec une sorte de très paradoxal d'une canonisation d'un pseudo-couleur ou quelque chose comme ça? En tout cas, je ne sais pas si ça va aller aussi loin, mais le côté vraiment opposé, le yin et le yang, la rivalité entre ce clan des Heeters et la race de Freezer me semble encore plus mise en avant, rien que de par ces petits indices qui nous sont quand même mis grandement sous les yeux. Je clôturerai alors cette vidéo concernant Beerus et Vegeta. Alors difficile de déterminer avec une extrême précision ce que va être la technique que Beerus veut enseigner à Vegeta, mais il parle de quelque chose qui est fondamental pour un Akashin, c'est la destruction. On parle beaucoup du passé des Saiyans, et ça m'intéresse énormément, car je trouve que le film Dragon Ball Super Broly était très bon sur ces points, mais qui n'avait pas poussé le bouchon suffisamment loin. On aurait pu nous en proposer plus, clairement, et ça ne m'étonne pas que le scénario de Akira Toriyama pouvait tenir jusqu'à 3 heures de film, et je pense que
une partie du scénario sur le passé des Saiyans du film Broly va être réadapté dans l'arc Granola pour créer du contenu, et c'est pas plus mal du tout, c'est une bonne réutilisation à mon sens. On exploite donc ce passé conquérant, colonisateur qu'ont toujours eu les Saiyans, c'est comme ça, c'est dans leur gène, et on a un petit peu du mal à comprendre là où Beerus veut en arriver. En tout cas, ce que l'on en retient, c'est que la nouvelle technique aura un fort lien avec la destruction, aura un lien également avec la notion de destin, de destinée, et probablement également avec le passé des Saiyans. C'est bizarre que la technique de Beerus, qui est pas neutre mais qui est détachée de la vie des mortels, soit liée au passé des Saiyans. En tout cas, peut-être que Beerus souhaite que Vegeta puise dans ce qu'il est à la base, mais en même temps, quand je lis ce que nous dit Beerus, il semble vouloir aller à contresens de la notion de destruction que l'on associe toujours aux Saiyans. Parce que Beerus demande à Vegeta si la destruction était de toute manière le destin des Saiyans, avec ou sans Freezer. Les Saiyans étaient destinés à naître, à vivre et à mourir, entourés de la destruction. Et Vegeta répond que oui. Ce à quoi Beerus répond que ce sont des foutaises. Donc Beerus, le dieu de la destruction, réfute la notion de destruction concernant le passé des Saiyans. C'est pour ça que c'est un gros casse-tête à mon sens, je me demande ce que Toyotarou nous prépare. On nous dit que c'est un problème qui ne regarde que les Saiyans et Beerus s'énerve en disant que c'est que des conneries et que ça serait justement un point important. Donc Beerus va à l'encontre de l'idée que c'est juste un problème localisé au niveau microscopique, on va dire, au niveau de l'univers qui concerne les Saiyans. Ils ont un grain quoi dans leur tête, ils vont pas bien, et ce sont des colonisateurs. Est-ce que par là, nous ne sommes pas en train de frôler les notions de création et destruction dans l'univers, en vous rappelant que les Kaioshin sont les dieux créateurs, et que les Kaioshin, un ou plusieurs Kaioshin, ont créé les Saiyans? Est-ce que Beerus est en train de flirter avec ces notions de l'essence de ce que sont les Saiyans? Et pourquoi est-ce que je vous parlais du scénario de 3 heures du film Dragon Ball Super Broly? Car à la base, je ne sais pas si vous en rappelez, avant que le film Dragon Ball Super Broly ne sorte, Toei Animation eux-mêmes n'arrêtaient pas de nous dire que le film DBS Broly allait nous révéler l'origine du pouvoir des Saiyans. Chose que dans le film Dragon Ball Super Broly, film que j'aime énormément, vous savez, je l'ai vu mais une multitude de fois, plus de 50 fois peut-être ce film. Mais pourtant, l'origine du pouvoir des Saiyans, j'ai beau la chercher dans le film DBS Broly, je ne la vois pas. C'était une promesse concernant ce film qui ne s'est jamais réalisée à l'écran. Je pense alors que ça pourrait être le bon moment pour nous proposer la réalité, la réelle histoire autour de l'origine de ce pouvoir-là, que Vegeta puisse puiser là-dedans, que cela soit lié aux divinités, peut-être suite à une discussion entre les Kaioshin et les Akaishin. Imaginez, on a un petit flashback qui remonte à des milliers ou millions d'années dans le passé, une discussion entre un Kaioshin et Beerus, et Beerus lui dit « Bon écoute, moi j'en ai marre, j'ai pas envie de tourner dans tout l'univers pour détruire ce qui va pas, t'as quand même créé un peuple là qui est barbare, qui aime bien coloniser, qui va s'en prendre à d'autres planètes, et comme ça va réguler un petit peu le nombre de créations dans l'univers, ils feront le ménage à ma place quoi. » Et du coup, le Kaioshin n'est pas très content, Beerus négocie, et les Kaioshin finissent par accepter de créer les Saiyans. On peut même rajouter un petit délire à la Disney, il y a toujours les petites fées là qui vont au-dessus des berceaux et qui font une prophétie. T'aurais le Kaioshin qui a contre-cœur, il est en train de créer les Saiyans, mais qui fait une sorte de prophétie ou de sort ou je ne sais quoi, en disant « Peuple grand destructeur de l'univers, un jour vous en serez également les sauveurs », donc voilà, pour faire un petit peu la dualité entre les anciens Saiyans et les nouveaux, ce qu'il en reste, hein, Goku, Vegeta et compagnie, qui eux sauvent l'univers. Bon, je vais extrêmement loin, mais en tout cas, je pense que l'origine du pouvoir des Saiyans, c'est un thème qui nous a été annoncé comme officiellement arrivant en 2018 dans le film Dragon Ball Super Broly, on ne l'a jamais eu. Bah, s'il nous a été déjà annoncé, c'est que ce thème-là avait été travaillé, et ça a probablement été reporté pour l'arc Granola. En tout cas, moi, ça me dérangerait pas, ça me choquerait pas, et j'accueillerais même ces infos à bras ouverts. Également, je me pose beaucoup de questions sur la 10e page. Lorsque Beerus est en train de tendre son doigt en arrière, il ne le tend pas vers Vegeta, il le tend même au ciel. Et il est en train de réaliser une sorte de technique. Et c'est vrai que connaissant Beerus, on pourrait se dire qu'il va péter quelque chose, qu'il va détruire quelque chose, qu'il est en train de faire une sorte de petit Akai pour péter une des planètes là qui gravite autour de celle de Beerus, une petite lune ou quoi. Mais à quoi cela servirait, déjà? Péter des lunes ou des planètes, on peut le faire depuis Kame Sennin dans Dragon Ball quand Goku était petit. Si Beerus veut montrer sa nouvelle technique, à quoi est-ce que cela sert de la projeter comme ça dans les airs? Je veux dire, ça ferait un petit peu genre un feu d'artifice joli, mais on va pas comprendre à quoi elle sert. Donc je me dis que pourquoi pas Beerus est capable de réaliser des projections. On a vu, et ça c'était surtout exploité par l'anime Dragon Ball Super, que les Akaishin sont capables de se contacter à distance, de faire des projections mentales, également de eux-mêmes sans être réellement dans le lieu, afin de pouvoir se rassembler et de visualiser des choses. Donc un peu à l'instar de la canne de Whis qui peut montrer des choses, il se pourrait aussi que Beerus ait ce genre de pouvoir, ça reste une divinité dans l'œuvre, on a très peu exploité ses pouvoirs divins, on l'a quasiment vu que se battre comme un mortel hormis le Hakai jusqu'à présent, et si il lançait une projection, on pourrait directement en apprendre plus sur l'essence des Saiyans, la destruction
et les Saiyans, l'origine du pouvoir des Saiyans et ce que Vegeta et même nous-mêmes ne comprenons pas au terme de ces 10 pages. En tout cas, je trouve que la structure de ce début de chapitre 69, mais de ce début d'arc Granola, est extrêmement bien soutenue. Je trouve que là, on part d'un très bon pied, mais même meilleur que l'arc Moro à ses débuts. Je sais qu'il y a la grosse crainte, le début de l'arc Moro était très bon, puis ça s'est affaissé pour se relever vers la fin, on a peur d'avoir encore ça. Là, en tout cas, point positif pour moi, c'est qu'on part encore mieux que l'arc Moro. Et j'espère donc de tout cœur que cette rampe de lancement ne va pas durer que 2 ou 3 mois, mais au contraire qu'elle va servir de force pour que ce chapitre 69, mais également tous les chapitres de 2021 et pourquoi pas 2022, suivent dans ce flux qualitatif. Vous me direz en zone commentaire ce que vous pensez de tout ça, je suis très curieux de découvrir la suite. La suite, ça sera pour ce 19 février 2021, mais nous aurons des spoilers, des leaks d'informations bien avant. Pensez alors à vous abonner, activer la cloche des notifications, les prochains contenus, les prochaines informations arrivent très très vite, soyez donc à l'affût, merci infiniment pour tout, pensez à mettre un pouce bleu digne de Beerus, à vous abonner avec la même longévité et fidélité que le grand-père de Granola, prenez tous alors extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.